le principe même de la révision des lois de bioéthique épisodique pose question, parce que c'est l'éthique du glissement continu qui s'est opérée au travers de ces débats successifs. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des événements, par exemple des progrès fulgurants dans le domaine de l'intelligence artificielle qui nécessitent qu'on essaie de voir la régulation que ça peut avoir pour éviter qu'en matière d'assurance, d'emploi, les faibles n'en fassent pas les frais et vécu de manière plus globale, elles bénéficient par exemple à la santé de l'humanité, ce qui peut être le cas. Donc là, il y a des vrais sujets éthiques. Mais pour des sujets notamment liés à la procréation médicalement assistée, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on débat, on secoue, c'est un peu d'agit-propre et ça retombe toujours dans le sens de plus de transgression. On casse les digues au fur et à mesure. Depuis quelques années maintenant, le gouvernement a mis en place des états généraux préalables à ces débats. Ces états généraux, ils ont été réinventés en cette occasion, puisque confiés au comité consultatif national d'éthique, il a fait son boulot, il a interrogé des personnes, il a créé un site, il a délégué aux espaces régionaux d'éthique des débats, et nous avons pris notre part, comme beaucoup d'autres. Alors, ce qu'on observe à l'arrivée, c'est que les personnes attachées au maintien de repères structurants et protecteurs de l'enfant, en particulier à la parité homme-femme dans l'engendrement, ces personnes-là se sont fortement mobilisées, ont été très présentes, plus présentes, issues d'une famille de pensée large d'ailleurs, alors que ceux qui revendiquaient les transgressions, qui sont très minoritaires et qui sont très motivés, ont été assez peu présents, parce qu'au fond, le rapport de conviction est en faveur de ceux qui veulent protéger les repères, l'immense majorité des Français oscillant, suivant les sujets, suivant la façon dont on leur pose des questions dans les sondages. Donc à l'arrivée, nous sommes au fond satisfaits du résultat, c'est-à-dire de la présence très forte de personnes défendant l'enfant, défendant des repères structurants. Nous avons été auditionnés, je l'ai été à titre personnel, au CESE, à l'Académie de médecine, à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, au CCNE, au Conseil d'État et finalement même à l'Élysée face à Emmanuel Macron. Voilà, on a pu s'exprimer. Maintenant, est-ce que le président de la République va tenir compte de ce qui s'est passé ? Le grand risque, c'est qu'au fond, on ait développé beaucoup d'énergie dont il ne va pas tenir compte. Il peut ne pas en tenir compte. Est-ce qu'il a tenu compte de l'avis de Jean-Louis Borloo, chargé d'un rapport sur la grande pauvreté, ou sur les banlieues, oui. Est-ce que les états généraux de l'alimentation ont donné lieu à des dispositions qui ont été prises en compte ? Nous sommes dans une monarchie présidentielle, et jamais sans doute le monarque présidentiel n'a été aussi absolu du fait de la configuration politique. Je ne dis pas que c'est sa responsabilité, mais il se trouve qu'il a émergé avec un parti un peu indifférencié et surgonflé, que les partis d'opposition des deux côtés se sont effondrés sur eux-mêmes avec la recomposition politique, et donc c'est toujours Emmanuel Macron qui tranche. L'éthique, moi, de ma participation au débat, c'est d'éviter la naïveté, mais d'éviter aussi les procès d'intention. Donc j'ai observé que le président de la République s'est montré en tout cas, en façade au moins, et peut-être profondément, à l'écoute de tout ce qui lui a été dit. Ce qui lui a été dit était pour l'essentiel des revendications transgressives, multiformes, comme un éventail de bombardements, de revendications nouvelles, et si elles nous additionnent toutes, on peut être effrayé. Pour ma part, j'ai essayé d'avoir une vision globale et de résister à toutes ces revendications transgressives qui sont souvent catégorielles et minoritaires, dictées par des intérêts personnels liés au métier ou au mode de vie des personnes, GPA, procréation assistée avec insémination pour des célibataires, dérégulation de la recherche sur embryons, congélation ovocitaire précoce, transfert post-mortem après la mort du sperme des embryons, etc. Chacun y est allé de sa revendication, sans forcément qu'ils soient tous d'accord. Et moi, je me suis trouvé finalement un peu seul. Les représentants des religions se sont exprimés de manière souvent ambivalente, sauf le représentant de la religion catholique qui a été clair et cohérent. Et le résultat m'a effaré quant au rapport de force ou de conviction, et sans donner aucun indice des positions qu'adoptera le président de la République. Il a tenté ensuite, comme il l'a dit lui-même, de tricoter des positions qu'il avait bien vues comme étant distinctes, voire inconciliables. Il a voulu montrer que toute position pouvait être respectable, ou en tout cas que les personnes avaient besoin d'être reconnues. Ça ne me rassure pas, car je me méfie au fond de notre compulsion à la mondanité, qui voudrait dire, puisque je suis invité, puisqu'on m'a regardé dans le blanc des yeux et qu'on m'a serré la main, je suis satisfait. Non, ce que je veux, c'est la justice pour les faibles.
Et si cette justice pour les faibles se passe dans les bonnes formes de la bienséance d'une discussion, ce n'est pas mieux que lorsqu'elle se passe dans la brutalité d'une réforme comme celle qu'on a connue auparavant. Donc je suis vigilant tout en consentant au mystère de la personne du président de la République qui a tenté de définir des points de consensus qui sont en fait des points de consensus sur les mots, mais pas tellement sur ce qu'ils représentent, la dignité, l'intérêt de l'enfant, la non-marchandisation du corps, la position spécifique de la France. On est tous peut-être d'accord pour tout cela, mais qu'est-ce que la dignité pour nous? Qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant pour nous? L'intérêt de l'enfant pour nous, c'est qu'il ne soit pas privé de la parité homme-femme dans l'engendrement. Mais pour d'autres, ça va être qu'il soit aimé dans n'importe quelle configuration. Et du coup, les positions demeurent inconciliables. Et je synthétise peut-être à ce stade, Emmanuel Macron n'a pas laissé filtrer sa position. Il l'a fait plus récemment en sortant du Vatican, ce qui était relativement culotté, parce que derrière la petite pancarte Vatican, on l'a entendu argumenter de manière totalement primaire, comme s'il n'avait rien entendu de ce que, par exemple, j'ai pu lui dire pendant 10 minutes, les yeux dans les yeux, en prétendant, puisqu'on sait le faire, pourquoi ne le fait-on pas? Et d'ailleurs, ça n'enlève rien à personne. Exactement l'inverse de tout ce que j'ai pu essayer de démontrer. Et donc, ce que je vois aussi, c'est qu'être entendu est une chose, ou être écouté en tout cas est une chose, être entendu en est une autre. Nous sommes au cœur d'un bras de fer anthropologique, entre la raison et la déraison, entre les principes universels qui devraient nous réunir tous, fondés sur la réalité du corps, cette parité originelle homme-femme dans l'engendrement, cet écosystème qu'est la famille, durable, qui est le meilleur écosystème possible pour l'enfant malgré toutes les fractures que nous connaissons dans nos familles, cette altérité sexuelle et cette complémentarité homme-femme. Et puis de l'autre côté, c'est des constructeurs qui imaginent que tout cela n'est qu'aliénation et qu'il faut donc atomiser la société pour que nous soyons pleinement libres les uns des autres. D'un côté, le réalisme de l'interdépendance entre les êtres humains, de l'autre côté, l'illusion d'une autonomie absolue de l'être humain, qui va finir par dire « je ne suis pas un homme alors que c'en est un, je ne suis pas blanc alors que sa peau est blanche ». Donc, que les postures transgressives aboutissent à des impasses à la fois sur le plan du raisonnement, mais aussi sur le plan de la vie personnelle et de la cohérence de la société, c'est pour moi une évidence. Mais nous nous situons au milieu du gué, si j'ose dire, aujourd'hui, et donc il y a effectivement cette confrontation. Ça devient un rapport de force. C'est d'ailleurs la vérité est l'objet d'un rapport de force. On peut le déplorer. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est d'être des témoins de cette vérité. C'est que la flamme de la vérité luise dans les ténèbres les plus obscures, en sachant qu'une seule voix, finalement, réussit à la faire vibrer. D'où la nécessaire mobilisation sans aucun découragement, mais en assumant que, au fond, la question de la vérité est pour certains un rapport de force. Qu'est-ce que la vérité? Un rapport de force politique. On peut le déplorer, mais c'est la réalité. Et donc, il s'agit de faciliter, je dirais, de permettre, d'autoriser l'ouverture des cœurs à cette vérité. Pour autoriser l'ouverture des cœurs à la vérité, il faut pas seulement raisonner intellectuellement, il faut raisonner avec ses tripes et avec des exemples, des témoignages, avec l'émergence de témoins courageux qui vont oser dire, moi je l'ai dit chez Macron par exemple, comment est-il possible, alors que nous avons tant de mal nous-mêmes à Alliance Vita et l'État à soutenir les familles monoparentales qui pèsent tellement sur les femmes seules, comment allons-nous créer de toutes pièces ces situations dont nous savons bien qu'elles sont défavorables à la fois à ces femmes et aussi à leurs enfants. Comment se fait-il? Voilà. Mais en tant qu'être humain moi-même, je mesure trop bien mes propres incohérences, ma capacité à nier l'évidence en présence de l'évidence. Parce que je suis mon propre laboratoire anthropologique, je ne m'étonne pas tellement qu'on en soit arrivé à de telles absurdités, de légitimer l'injustice au nom de la justice, d'appeler bien un mal et mal un bien, et de chercher toujours à adapter l'enfant à nos difficultés, nos frasques ou nos grands désirs, alors même que la société a fait d'énormes progrès pour que l'enfant soit respecté comme une personne plutôt que traité comme une chose. Paradoxe. Voilà, on en est là et c'est donc un chantier énorme dans lequel on ne peut pas baisser les bras ni déserter. La protection de la vie et de la dignité de la personne nécessite un engagement fort de l'ordre de la résistance, mais aussi bien sûr de la contre-proposition par l'action sociale, humanitaire, politique, au sens noble du terme. Dans le même temps, on ne peut pas s'affranchir de construire cette société, que j'appelle société d'écologie humaine,
où on prend soin effectivement de tout l'homme et de tous les hommes dans tous les domaines de d'activité. Et donc on peut dire que si le principe de la vie est comme un embryon, le contexte dans lequel cette vie peut s'épanouir, ce contexte d'écologie humaine, il traite tous les sujets. L'enseignement, l'agriculture, la culture en elle-même, l'industrie, et les questions liées à l'environnement, car tout étant lié, comme on sait, tous ces sujets sont interdépendants et l'homme, au fond, nous pouvons le voir comme la plus belle fleur de la biodiversité, c'est-à-dire dépendant de la biosphère à laquelle il appartient, et non pas distinct de cette biosphère, et donc soucieux à la fois de sa nature, qui est à la fois culture et nature, de sa nature à préserver et à protéger, la diversité culturelle, l'altérité sexuelle de sa nature, et aussi bien sûr le reste de la biosphère dont avec lequel il a partie liée. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le courant pour une écologie humaine, chacun des trois co-initiateurs avec sa sensibilité propre. Pour ma part, je voyais le transhumanisme en perspective. L'homme a une nature qu'il doit défendre face aux apprentis sorciers qui pensent même casser jusqu'à son génome, recomposer, faire, comme c'est déjà le cas, des embryons OGM. Et donc il est temps de, je cite Jacques Attali, il est temps de définir et protéger le sanctuaire de notre identité d'homme. Car sur l'arbre de la biodiversité, on est en train de se scier nous-mêmes par des abus en matière de biotechnologique. Donc, pour ma part, protéger l'homme face aux abus de la technique. Mais Pierre-Yves Gomez, économiste, disait mais en matière de financiarisation de l'économie, c'est la même chose. Des décisions asservies par ordinateur traitent des hommes comme des variables d'ajustement. Gilles Ayard-Dubreuil, troisième co-initiateur, spécialiste des enjeux environnementaux, des grandes crises environnementales, Tchernobyl, Fukushima, etc., nous disait c'est la même chose quand on essaie de régler des sujets très complexes comme cela. Soit on traite l'homme comme dépendant d'une technocratie, de lois qui s'imposent à lui d'une manière arbitraire, soit on lui fait confiance pour assumer en responsabilité à hauteur d'homme avec d'autres le commun de sa vie. Et de ce fait, tous les trois, en se réunissant, on a eu cette vision globale de se dire finalement, pour entamer notre transition écologique vers l'écologie humaine qui respecte à la fois l'homme et l'écosystème dans lequel il est et dont il fait partie, eh bien, il faut faire preuve d'humanité. Faire preuve d'humanité, c'est-à-dire être bienveillant, veiller au bien, protéger les plus fragiles, faire de la vulnérabilité une valeur d'humanité, tous interdépendants, et puis travailler sur les communs, on pourrait dire la subsidiarité, et faire en sorte que chacun, à hauteur d'homme, construise la société en responsable. Et c'est ça qu'on a développé avec le courant. Alors, vu de l'extérieur, les signaux sont peut-être pas tonitruants médiatiquement, mais vu de l'intérieur, je veux dire par là que notre but n'était pas de se laisser voir, mais notre but était d'inventer des modes de transformation ensemble de la société. Vu de l'intérieur, c'est très profond, c'est très riche. Des personnes nous ont rejoints qui étaient soucieux de nature et qui s'intéressent aussi à l'être humain par essence, car c'est lui qui peut porter ce souci. Ce n'est pas les bêtes qui portent le souci de la nature, mais c'est les êtres humains. Et il y a aussi des gens qui sont venus à l'écologie humaine par d'autres biais et qui ont découvert ce projet qui est à la fois une transformation personnelle de chacun, c'est-à-dire je dois transformer mon mode de vie si je veux me soucier de tout l'homme et de tous les hommes, le faire ensemble dans des petits groupes de travail qui commençaient à se réunir ou dans des colloques qu'on a pu faire comme sur l'agriculteur et territoire pour travailler entre agriculteurs conventionnels et bio, comment leur chemin de transformation peut s'établir et puis le faire aussi sur le plan, disons, métapolitique, aboutir à certaines formes de revendications mais qui ne sont pas ceux d'un think tank, qui sont plus ceux de praticiens qui s'engagent ensemble à ces transformations. Voilà. Je ne suis peut-être pas très clair dans ce que je dis, j'en ai conscience, hein, mais parce que c'est l'image que cela donne, c'est d'un grand laboratoire. Ce que je peux encore partager, c'est que la notion d'écologie humaine devrait pouvoir faire consensus. C'est-à-dire cette idée que nous pouvons transformer la société en nous voyant comme nous-mêmes membres d'écosystèmes à protéger. Alors Laudato Si du pape François développe ça de manière assez magnifique lorsqu'il dit que c'est vrai que la perte d'une espèce animale peut être ressentie comme une amputation, ça nous déculpabilise un peu d'être triste de la disparition de tel ou tel rhinocéros, alors qu'on est peut-être parfois moins triste d'un accident ferroviaire qui fait plus de morts, parce que nous avons effectivement le souci de cette biodiversité, qui est un patrimoine commun de l'humanité, et par ailleurs, nous avons aussi le souci de la diversité culturelle, de l'identité culturelle, tout en
n'osant regarder d'une manière globale cette planète, sachant que je pense, moi c'est la formule que j'utilise souvent, que nous sommes à l'ère de l'extension du domaine de la charité dans le temps et dans l'espace. Puisque la puissance de l'homme, la puissance industrielle fait qu'à l'autre bout de la planète, des hommes vivant dans la misère sont dépendants de notre mode de vie et qu'à l'autre bout du temps, les générations futures sont dépendantes aussi de ce que nous allons leur léguer comme principe en termes de culture et de nature, en termes de repères anthropologiques et d'air respirable. Et de ce fait, c'est un magnifique engagement, mais qui se fait dans la durée, sur le très long terme. C'est un peu la spécialité de Gilles Héard Dubreuil. Ce n'est pas le tout de suite, l'urgence médiatique, la frénésie politique, mais c'est la construction à très long terme des mutations culturelles.